Marc Lévy, bonjour. Euh, Bonjour. 10e livre en live, donc une initiative de Citre et du Furet pour donner la possibilité un petit peu au lecteur d'échanger avec un auteur dans cette situation un petit peu particulière. Le principe, c'est qu'on commence toujours par une série de questions et puis après, on pose des questions que les auditeurs posent. Alors, je vais prévenir tout de suite tout le monde que je vais vous appeler Marc, puisque vous préférez, vous m'en avez donné l'autorisation. Donc, d'abord, Marc, je vais vous souhaiter un bon anniversaire parce que j'ai vu que vous aviez 20 ans de carrière. En fait, 21 romans, 50 millions d'exemplaires vendus. Et donc, si c'était vrai, est sorti en l'an 2000. Eh Qu'est-ce que ouais. ça fait, ce genre de choses? Bah, ça fait 21 enfin comme romans, hein. oui, oui, c'est marrant. En fait, je me demandais où était passé tout ce boulot. Non, non, c'est 20 ans, c'est plein de choses, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois 20 ans de bonheur, parce que j'ai eu énormément de chance dans cette carrière. C'est 20 ans de rencontres fabuleuses avec des lecteurs. Et donc, c'est 20 ans plein d'émotions. Et plein de joie et je dirais rempli de surprises, d'inattendus et de rêves que je n'aurais même pas osé faire. C'est aussi 20 ans de travail acharné pour mériter un peu de cette chance qui m'a été donnée. C'est aussi beaucoup de jours de solitude parce que l'écriture c'est solitaire et qu'en fait pour écrire il faut, je dirais que c'est la seule vraie contrainte de ce métier. On me demande souvent par courrier qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans l'écriture et c'est la solitude. C'est qu'il faut vivre, voilà, bon. C'est un métier où on n'a pas de collègues de bureau autour de soi, on est seul dans un bureau pendant des heures et des heures, assez coupé du monde. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah écoutez, Moi, je me c'est demandais, 20 ans de vie. qu'est-ce qui restait si c'était vrai. Dans ces 20 ans? Enfin, qu'est-ce qui vous reste de cette expérience? Bah, en fait, dans votre question, il y en a deux. Qu'est-ce qui me reste du souvenir des si c'était vrai? Énormément de choses parce que C'était un changement de vie, je je- crois, hein. oui, mais j'avais changé. Enfin, bien sûr que c'est un changement de vie, mais j'avais changé déjà plusieurs fois de vie. Donc, c'était pas mon premier changement de vie. J'étais passé de la Croix-Rouge à l'informatique où j'étais parti vivre aux États-Unis, puis après j'étais revenu, j'avais monté un cabinet d'architecture. J'avais changé évidemment déjà plusieurs fois de vie. Et puis, c'était pas un changement, comment vous dire, garanti ou assuré, parce que le premier roman avait vécu je veux dire, cette aventure absolument inattendue et incroyable. Mais si j'avais pas été préparé du tout au succès du premier, tout le monde me préparait à l'échec obligatoire du deuxième parce que ça pouvait pas marcher, etc., etc. Donc c'était le changement de vie, ça c'était plus inhérent comment vous dire, à la façon dont j'ai mené ma vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette chance m'est arrivée, je me suis dit, j'ai pas le droit de la laisser passer et il faut que je prenne le risque de m'y consacrer entièrement. Mais je garde d'abord le souvenir des moments incroyables parce que l'appel de Spielberg, d'avoir rencontré Spielberg dans son bureau, ça reste quand même Ouais, quand un même. moment, bah ouais, ça reste un moment inoubliable. Et puis la chance que j'ai eue de rentrer enfin, dans des librairies côté auteur, que je n'aurais jamais rêvé ça de ma vie. Puis il y a eu des moments comme ça, et oui, d'avoir été sur le plateau de Bernard Pivot, de Bouillon de Culture, j'étais à côté de Max Gallo, qui pour moi était enfin, c'était une montagne, Max Gallo, et tout à coup, j'étais à côté de lui, enfin, j'avais 10 ans, j'étais terrorisé, il avait été d'une gentillesse incroyable parce que j'avais un trac, mais vraiment, j'en étais malade et il avait été extrêmement gentil et bienveillant. J'aurais jamais tenu toute l'émission s'il n'avait pas été à côté de moi. Il m'a pas tenu la main physiquement, mais moralement, je peux vous dire que c'était, voilà. Et puis après, ce qui n'a pas changé en 20 ans, c'est que je crois que finalement, je dirais, je suis le même, enfin, je suis la même personne, hein. C'est-à-dire que tous les rêves, toutes les valeurs
et tous les idéaux que j'ai pu porter dans ce roman, je les ai portés dans les 20 suivants. Et ça, je me rends compte que ça n'a pas changé. Le travail a fait que j'ai changé. Je pense que ce premier roman était plein de défauts inhérents à un premier roman. Comme un chanteur, son premier album, bon, ben, il a une certaine pureté, mais en même temps une naïveté. Puis après, quand vous avez travaillé votre voix pendant 20 ans, oui, enfin, vous arrivez à faire des choses avec votre voix que vous n'arriviez pas à faire au premier roman. C'est toute la beauté d'un métier artisanal. C'est ce qu'on apprend à faire en travaillant. Mais l'essence même du sentiment que j'ai mis dans ce roman, c'est la même qui a nourri tous mes romans. De valeur, Marc, il en est vraiment question dans le dernier. Et après lecture du dernier, justement, c'est arrivé la nuit. Je me posais un petit peu la question, est-ce que bah, justement cette expérience, ça a été l'occasion de se lancer dans une nouvelle aventure qui ressemblerait peut-être un petit peu au thriller politique? Est-ce qu'on peut le nommer comme ça, ce petit dernier? Oui, oui, vous pouvez complètement le nommer comme ça. Euh, oui, quand vous me posiez la question tout à l'heure de ce que les 20 ans d'écriture m'ont apporté, euh, je crois que l'écriture, ce qu'elle apporte à celui qui prend la plume, c'est qu'elle lui ouvre les portes d'un chemin de liberté absolument incroyable. Moi, je me suis mis à écrire avant d'être publié parce que je suis assez pudique et que je réussissais à coucher sur le papier des mots que j'aurais été incapable de dire à voix haute. Vous voyez, quand j'étais euh, euh, jeune homme et que j'étais amoureux, j'étais tellement pudique que j'arrivais pas à dire à une femme que j'étais amoureux d'elle. Alors je lui écrivais une lettre. Et l'écriture, elle relève de cette même démarche, c'est-à-dire que euh, tout ce que je raconte dans mes romans, finalement, c'est probablement tout ce que j'arriverai pas à écrire, probablement pas dire à voix haute. C'est ça la démarche d'écriture. Mais euh, et donc ça apporte une liberté extraordinaire. Ouais. Et cette liberté, j'ai jamais voulu l'enfermer dans un genre. Donc j'ai écrit des comédies, mais j'ai écrit il y a des années de ça un premier thriller politique qui était Si c'était à refaire, puis un deuxième qui était Un sentiment plus fort que la peur, qui parlait d'ailleurs qui était un roman, un thriller politique axé sur euh, la façon dont dont des grandes entreprises avaient volontairement provoqué la fracture du pôle pour accéder aux richesses euh, pétrolières qui se trouvent sous la glace. Et donc, c'était un roman assez avant-gardiste pour l'époque, mais c'était un vrai thriller politique qui avait pour personnage principal un journaliste reporter du New York Times inspiré d'un vrai journaliste qui s'appelait David Carr. Et puis, ensuite, j'ai écrit un roman sur la résistance, et puis j'ai écrit un roman qui était très politique, là, pour le coup, qui était Une autre idée du bonheur, qui était un roman qui racontait l'histoire de la révolution, de la mouvance de la révolution étudiante des années 70 et de ces étudiants qui se sont battus contre l'apartheid aux États-Unis, euh, et qui, là aussi, quelque part, était un peu avant-gardiste par rapport à ce qui se passe aux États-Unis depuis 2 ans, puisqu'en fait, l'éclosion de ce mouvement, elle a trouvé son aboutissement dans les événements qui se déroulent dans les villes américaines et qui secouent les villes américaines depuis un an. Donc voilà, j'ai changé plusieurs fois de genre. Et là, c'est un roman, je dirais que c'est un thriller, c'est un roman entre... Ce matin, j'étais très heureux parce que j'étais sur RTL et Bernard Lehu d'RTL a dit, c'est votre roman, on dirait que c'est Millennium qui a rencontré James Bond. Donc je me suis dit, merci. Je pense que si je Les me noms fais... est un peu plus glauque quand même. C'est vrai que ça se passe à Oslo, mais Oui, oui, non, mais vous voyez ce que je veux dire dans le rythme. Donc c'est un roman d'espionnage, ouais. c'est un roman d'espionnage politique, mais en même temps euh, pas politique parce que c'est pas une enquête dans les partis politiques comme Baron Noir. C'est politique parce que ces 9 Robin des Bois des temps modernes, ces hackers s'attaquent finalement aux, aux grands argentiers du monde ou aux grands puissants du monde qui abusent de leur pouvoir et qui influent sur le sort du monde par leur pouvoir pour continuer à s'enrichir encore plus. En vous écoutant, Marc, j'ai entendu mille échos à ce dernier livre. Il y a une question qui m'a été soufflée par Jean-François chez nous, que j'aime beaucoup après la lecture de vos livres.
de votre livre, pardon. Vous avez écrit un livre sur la résistance et la liberté. Est-ce que les hackers d'aujourd'hui seraient les résistants d'hier? Ceux qui sont dans mon roman, oui, c'est-à-dire que je pense que les 9 personnages dont je parle dans mon roman ont dans leurs valeurs et dans leur motivation, euh, la même intuition et la même compréhension de l'importance d'agir maintenant que ceux qui sont entrés très tôt en résistance. Parce que bon, vous savez, dans l'histoire de la résistance, il y a eu les résistants qui sont devenus résistants après le débarquement. Et il y a eu les résistants, voilà, qui ont été les résistants de la première heure et qui ont tout de suite compris que le régime de Vichy était un régime d'occupation et voilà, et qui ont lutté contre le nazisme dès le début. Donc, oui, mais absolument, alors François a raison, il y a un lien entre leur état d'esprit et leur mentalité. Ils comprennent le projet qui est en train de se dessiner, qui est en train de se faire, la façon dont l'avenir est en train de se dessiner. Mais en 36, il y avait beaucoup d'intellectuels qui, vous voyez, qui voulaient pas admettre, vous voyez, ce qui se passait. Et en 37, il y avait beaucoup de gens français qui expliquaient que la société française allait être détruite par le Front National et par la gauche de Léon Blum, et non Mhm. pas la montée du nazisme en Allemagne. Donc, donc oui, ils sont jeunes, ils ont chacun des métiers ils ont des vrais métiers, ils ont des vies qui leur servent de couverture, mais oui, ils sont entrés en résistance, absolument. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils prennent des risques et que chacun d'entre eux risque de passer le restant de sa vie en prison. Je les cite parce qu'on va parler un petit peu d'eux. Ekaterina, Matteo, Cordelia, Diego, Janice, Noah, alors je ne sais pas si elle en fait partie, Vitalik, Maya et Malik. Il y a une petite dédicace au début de votre livre aux 8 personnes dont je ne peux révéler les noms et sans qui cette histoire n'aurait jamais vu le jour. Alors bien sûr, Marc, je ne vais pas vous demander qui sont les personnes à qui vous dédicacez ce livre, mais est-ce que c'est des gens, journalistes, hackers, qui ont permis la documentation de ce roman ou, Oui, oui, absolument. Ouais. comment on écrit et comment on se documente sur un roman où finalement les 3 quarts finalement de l'action, si je puis dire, est virtuelle? Mais je dirais que enfin, elle n'est pas vraiment virtuelle parce enfin, il y a énormément d'actions dans le roman. Enfin, ils agissent sur le terrain en permanence. Cordelia et Diego sont sur le terrain. Mhm. Ils mènent d'ailleurs, c'est une des règles, une des premières règles qu'ils enfreignent, c'est que finalement, l'urgence est telle qu'ils vont quitter leurs ordinateurs pour se rendre sur le terrain et agir sur le terrain. La rencontre entre Matteo et Caterina, d'ailleurs, se passe très mal parce qu'elle se fait prendre et que le roman démarre euh, enfin sur ce risque inconsidéré qu'elle a pris. Et après, d'ailleurs, ça n'arrête pas d'enchaîner. Non, pour répondre à votre question, il a fallu des mois et des mois pour réussir à les contacter, à se faire accepter, à créer la confiance, à faire accepter l'idée que que je voulais bosser avec eux, en fait. Euh, eux, ils savent, eux, ils écrivent en code. Moi, j'écris avec des mots. Il fallait les convaincre que on pouvait écrire, enfin, que je pouvais écrire avec eux une partie de l'histoire qu'ils sont en train d'écrire. Et ça a été ça le travail. Ça a été aussi un travail humain passionnant de rentrer dans la communauté, de travailler avec eux et d'apprendre. Évidemment, euh, les choses étant ce qu'elles sont, c'était tout un travail pour pouvoir les rencontrer physiquement, parce qu'on n'allait pas échanger ça via des mails, vous vous en doutez bien. Pour, pour parler un petit peu d'eux, on peut peut-être, enfin, vous le dites dans le roman, il y a 3 sortes de hackers en fait, les black hackers, les white hackers et les personnes du groupe 9 sont des grey hackers. Oui, ouais. Est-ce que vous pouvez, je sais pas, pour nos auditeurs, dire un petit peu ce que ça signifie? Ouais, bien sûr, ce qu'on appelle très racistes d'ailleurs, parce que c'est les blacks qui sont mais bon, les black hats sont les hackers qui font des hacks à des fins criminelles. Donc, ça va je dirais du quart d'heure, ce qui est un quart d'heure, c'est ceux qui volent les cartes de crédit, au grand hack. Il faut que vous compreniez qu'un hack,
un hack, c'est comme un cambriolage, c'est-à-dire que un hack, ça coûte à celui qui l'entreprend, ça lui coûte du temps, des moyens et donc de l'argent. Et donc, il y a, en général, chez les hackers criminels, il y a, comment vous dire, il y a un investissement qui est proportionnel à l'ampleur du hack qu'ils vont commettre et de l'argent qu'ils vont en tirer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les black hats. Les white hats sont les hackers qui ont à un moment donné de leur expérience décidé que au lieu de mettre au lieu de vivre dans la criminalité, dans la clandestinité, ils pouvaient mettre leurs compétences pour travailler pour la sécurité informatique. C'est pas parce que vous travaillez pour la sécurité informatique que vous êtes quelqu'un de bien. Parce que si vous travaillez pour la sécurité informatique d'une entreprise mafieuse, votre travail est parfaitement légal et légitime, mais il n'empêche que vous travaillez quand même, vous voyez, pour une entreprise mafieuse. Vous voyez, bon. Euh, mais vous êtes considéré comme étant du bon côté de la force. Et puis au milieu de ça, il y a les grey hats. Les grey hats, c'est des hackers qui vont hacker euh, pour une cause qui n'est pas celle de leur enrichissement personnel. Alors, vous avez par exemple des grey hats, des grey hats qui vont hacker, par exemple, qui vont hacker la caisse de sécurité sociale pour montrer à la caisse de sécurité sociale qu'on peut les hacker. En général, c'est des grey hats qui ont d'abord prévenu les organismes en leur disant il y a une faille, vous êtes ceci, puis on les prend pas au sérieux, donc ils font le hack. Et une fois qu'ils font le hack, bah, ils confrontent des responsables insouciants, vous voyez qu'il y a des mesures de sécurité à prendre. Si je prenais une image, c'est imaginer que vous avez une entreprise vous voyez, une entreprise qui pollue, vous voyez, et puis elle sait qu'il y a une fuite d'une cuve qui déverse de l'eau dans la rivière, mais elle fait comme si, voilà. Et puis vous avez des gens qui vont couper le grillage et rentrer dans cette entreprise pour aller prendre des photos de la fuite et puis qui vont dire, vous voyez, il y a une fuite. Alors, une fois que ça se sait, les dirigeants sont obligés d'agir. Mais parmi la communauté de grey hats, vous avez aussi des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que vous avez des grey hats qui vont plus loin, qui font pas ça pour la beauté du geste ou pour la noblesse du geste ou simplement pour montrer à certaines organisations que leurs systèmes de sécurité ne sont pas à la hauteur et qu'ils font courir des risques à leurs utilisateurs. Mais vous avez des hackers qui vont enfreindre la loi pour devenir des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire qu'ils vont s'attaquer à ce qu'on appelle à la criminalité en col blanc et qui vont aller piquer des documents, exposer des documents qu'on n'arrive pas à obtenir par les voies légales. C'est ce qui est génial un petit peu dans le déroulement de ce roman, c'est que d'un côté, on découvre un petit peu les failles, les astuces, parfois très simples du hack. Enfin, comment on peut être intrusif, comment on peut trouver une faille dans n'importe quel système. Et puis, avec tous ces personnages, finalement, on est sur la dernière étape, l'étape qui demande peut-être un petit peu plus d'aller au-delà de ses peurs, de peut-être rassembler d'autres forces pour aller plus loin et peut-être toucher au but, quoi, un but plus noble et plus important. Oui, en fait, enfin, ce sont ceux-là, évidemment, que j'ai eu envie de mettre en valeur. Euh, mais c'est, comment vous dire, quand je les appelle les Robins des Bois des temps modernes, c'est parce que ce sont des Robins des Bois des temps modernes. C'est vraiment ça leur démarche. Leur démarche, c'est en fait, elle est très noble. Et d'ailleurs, je le dis à un moment dans le roman, je le dis, le hack a sa noblesse. Tout dépend de l'usage, selon l'usage que l'on en fait. Mhm. Et donc, dans le roman, je raconte quand même un certain nombre de choses qui sont, enfin, pardon, hein, mais qui sont enfin, c'est assez incroyable et elles sont vraies. Ouais, ouais. Et bon, je ne vais pas déflorer le roman, mais donc ce que j'ai appris en menant mon enquête et ce que j'ai eu envie de raconter en remplissant ma, ma part de travail, qui était d'écrire avec des mots ce qu'eux font avec du code. C'est le propos quand même du roman, c'est de raconter les grands scandales qu'ils dénoncent. Et, euh, Ouais. et c'est ça qui est Alors, passionnant. ces scandales ont quelque chose d'un petit peu terrifiant, hein, puisque ceux qui en sont les acteurs sont nommés les fauves, les grands fauves. Et c'est vraiment un roman qui nous met dans un présent très proche, enfin, qui nous parle un petit peu d'élections truquées. Je crois il y a une anecdote, j'aimerais bien que vous en parliez.
à un moment, nos hackers parlent d'opérations, on va dire un petit peu de manipulation politique, et à un moment, ils parlent. Alors, on ne sait pas dans quel pays ça se passe, et on ne sait pas sur quelle élection ça se passe, mais en fait, c'est un mouvement politique qui a été lancé pour déstabiliser une élection, où on a demandé en fait on va dire, on va l'appeler le groupe B, finalement, de lui donner toutes les bonnes raisons de ne pas aller voter pour faire gagner le groupe A, en fait. Oui, oui, ça l'histoire que je raconte dans le roman est totalement vraie. Euh, et donc en fait c'est dans un pays, je ne l'aimerais pas, mais c'est dans un pays où dans ce pays est partagé entre euh, deux ethnies, l'ethnie A et l'ethnie B. Et on savait que enfin, les dirigeants au pouvoir savaient que le résultat du vote se jouait à 5%, à peu près. Et donc, ils ont embauché une entreprise spécialisée. Et donc, vous avez 6 personnes qui se sont rendues dans ce pays. Et ces 6 personnes ont commencé à lancer une campagne sur les réseaux sociaux qui avait qui avait pour but, en 4 semaines, de fédérer la jeunesse de l'ethnie B autour d'une fausse mouvance cool qui consistait à faire croire à la jeunesse que tous les pouvoirs étaient corrompus et que donc le meilleur moyen de déstabiliser le pouvoir, c'était de ne pas aller voter. Et ils ont créé, c'est incroyable, parce qu'ils ont créé une vraie entreprise de manipulation de la jeunesse. Donc le mouvement, donc ils ont réussi à embringuer dans le mouvement des rappeurs très populaires dans ce pays, qui tout à coup étaient très heureux parce que comme le mouvement était cool, bah, tout à coup les rappeurs se trouvaient valorisés, enfin vous voyez, les artistes se trouvaient valorisés parce qu'on les mettait au devant de la scène. Et donc le mouvement, c'était, c'est en anglais, c'était do it, fais-le. Et fais-le, c'était fais-le, ne va pas voter, résiste. Et il y a une chanson, donc ils ont mis au point des chansons, et puis ils ont imprimé des t-shirts, il y avait des badges avec le V de la victoire, do it, fais-le, etc. Et au moment où ces spécialistes de la manipulation politique, qui sont d'anciens militaires, qui étaient des professionnels de la manipulation psychologique, ont débarqué dans ce pays pour faire ça, peu nombreux, hein, 6, mais avec beaucoup d'argent pour alimenter le. Ils savaient pertinemment, et ils ont poussé le mouvement pour pas se faire repérer, à, à inciter des jeunes de l'autre, enfin de l'autre ethnie, de l'ethnie A, à se joindre au mouvement. Mais ils savaient que les jeunes de l'ethnie A, à cause des traditions et des règles, allaient obéir à leurs parents. Et qu'ils allaient jouer le jeu de fais-le, mais qu'au moment d'aller voter, ils iraient voter. Alors qu'ils savaient que les jeunes de l'ethnie B allaient se laisser emporter dans l'ivresse du mouvement, ils n'iraient pas voter. Résultat des courses, dans la population de l'ethnie B, 35% des jeunes ne sont pas allés voter, ça représentait 6% de la population votante, et les élections ont été remportées par le parti opposé avec 6% des voix en plus. Mission accomplie. Durée de l'opération 4 semaines, coût de l'opération 4,5 millions de dollars. Génial, hein, cette histoire raconte un petit peu l'histoire de ce genre de manipulation, mais Et votre. tout ça, c'est fait. Alors, ce qui est important, c'est que tout ça, c'est fait par le biais des réseaux sociaux. C'est-à-dire que Voilà. si Facebook n'avait pas été ultra présent dans ce pays, et si une majorité de l'information distribuée aux gens n'était pas distribuée par Facebook, jamais il n'aurait eu les moyens, en si peu de temps, de venir manipuler vous voyez, les élections. Il y a d'ailleurs un réseau qui ressemble beaucoup à Facebook dans votre livre. Enfin, on le comprend un petit peu. Mais du coup, c'est vrai que tout passe par les réseaux sociaux et tout est dans un contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire de choses qui nous sont familières hein, aujourd'hui, hélas, comme l'élection de Trump, les discours de Bannon, le Brexit, enfin, la corruption des élites russes. Enfin, un certain nombre de choses qui se mêlent à cette digitalisation du monde et qui semblent pour vous, enfin, euh,
amener quelque chose contre lequel il faut lutter, peut-être comme il y a longtemps, pour garder une forme de liberté, ou en tout cas garder en place les démocraties dans lesquelles on vit. Bah, oui, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comment vous dire, tout ce que vous venez de citer n'est pas le fruit d'une série coïncidentale d'événements, vous voyez, qui ne sont pas liés les uns les autres, hein, ou les uns aux autres. Tout ça fait partie d'un processus expérimental qui a été lancé par les grands oligarches et qui a pour but de déstabiliser les démocraties. Qu'est-ce qu'il y a derrière le Brexit? Si vous réfléchissez, si vous analysez purement et froidement, vous avez essentiellement 3 milliardaires anglais, dont un qui est très connu, qui s'appelle Aaron Bank, que mon roman s'appelle Ayrton Cash, mais bon, dans la vraie vie, il s'appelle Aaron Bank. C'est un multimilliardaire anglais. Et lui, la conséquence directe du Brexit, hein, c'est que son empire double de valeur. Et donc, il n'est pas du tout pro-Brexit par idéologie, il est pro-Brexit uniquement comme un oligarche qui est déjà milliardaire et qui veut être encore plus milliardaire. Donc, il finance à coût de centaines de millions la campagne d'un désinformateur notoire, qui est Farage. Il finance une campagne, mais à coût de centaines de millions, de désinformation massive en Angleterre. Et l'intoxication de la population va faire que le Brexit passe, avec une toute petite marge, mais il passe. Et on sait maintenant qu'en Angleterre, il y a eu ce fameux scandale Cambridge Analytica, c'est-à-dire qu'une entreprise de déstabilisation politique a acheté à Facebook le profil de 35 millions de personnes, et forte de ces milliers de données qu'ils avaient sur chaque individu, ils ont fait pendant des mois ce qu'on appelle du micro-ciblage. Alors, le micro-ciblage, c'est quoi? Je vous donne un exemple. En collectant un certain nombre de données sur vous à longueur de journée, ça ne se fait pas en 24 heures, en collectant un nombre certain nombre de données sur vous, et pour vous donner quand même un chiffre assez terrifiant, un adolescent qui s'inscrit sur un réseau social ne pourra jamais obtenir. À partir de là, il est extrêmement facile de savoir comment vous allumer ou vous éteindre. C'est vraiment extrêmement facile. Quelles sont les causes qui vous animent? Qu'est-ce qui fait que vous voyez, qu'est-ce qui fait monter en fait le curseur de votre ulcération ou de votre plaisir? À partir de là, il suffit de nourrir votre fil d'information. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le scandale de Cambridge Analytica? C'est que cette entreprise vous envoyait un micro-ciblage tous les jours de toutes petites informations qui n'apparaissaient dans votre fil que pendant quelques secondes. Donc on ne pouvait pas retrouver une fois, mais qui étaient des informations faites exactement pour, par exemple, pour vous titiller. Donc par exemple, une des informations, des désinformations majeures qui a été envoyée en Angleterre à une quantité incroyablement importante de la population, c'était que 70 millions de Turcs allaient rentrer dans la communauté européenne, alors qu'il n'en avait jamais été question, vous voyez. Mais c'était 70 millions de Turcs vont rentrer dans la communauté. Voilà. Et vous avez comme ça des micro-informations. Alors, il y a une autre campagne de désinformation qui a été menée par Farage, qui était que l'Angleterre payait, je ne vais pas dire de bêtises, mais versait chaque semaine 300 millions de livres sterling pour financer la santé en Europe. Ce qui était un mensonge absolu. Évidemment, étant donné que les services de santé en Angleterre étaient exempts, ça avait de quoi, vous voyez, agacer la population. Donc voilà comment ils sont arrivés à leur fin, et voilà. Il y a une expression magnifique chez les hackers que vous utilisez dans ce roman qui s'appelle exploiter les poussières. Oui. Mais c'est pas un mot que j'ai inventé, hein. Les poussières, c'est un mot du jargon. Les poussières, ce sont les milliers de données que nous laissons derrière nous dans notre vie digitale. Parce que, comment vous dire, quand vous lisez un journal en ligne, eh bien, quand on parle de collecter des données sur vous, par exemple, il faut savoir, si vous lisez un livre sur une liseuse, la liseuse mémorise et envoie
une information sur tous les mots que vous avez surlignés, toutes les pages sur lesquelles vous vous êtes arrêté, sur toutes vos lectures. Quand vous lisez un article en ligne, eh bien tous les articles sont mémorisés et à partir du moment où vous savez de quelqu'un qu'est-ce qu'il lit, à quel moment il lit ça de sa vie, à quel moment de sa journée il allume sa lumière chez lui, etc. Vous avez un profilage qui fait que bah, dans une journée digitale, on laisse des milliers de poussières de données. C'est-à-dire à partir du moment où vous vivez, ne serait-ce qu'avec votre téléphone portable, bah, dès que vous vous déplacez. Mais encore une fois, le propos du livre est pas du tout, c'est pas du tout un pamphlet sur la technologie. J'aurais trouvé ça ennuyeux à mourir. C'est, c'est, je vais vous prendre un exemple très simple. La voiture. La voiture, c'est un moyen de déplacement qui est extraordinaire. Mais vous pouvez, si vous êtes malfaisant, vous pouvez en faire vous voyez, un engin de mort. Bon, la voiture, ça a été pendant des décennies un moyen de déplacement extraordinaire et très polluant. Mais à partir du moment où on en a pris conscience, on a réagi, on a commencé à faire des voitures électriques. Et je pense que dans 10 ou 15 ans, voiture et pollution seront deux choses qui n'auront, je l'espère, plus rien à voir. Donc on ne va pas remettre en cause. Donc voilà, ce qui est terrifiant aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de champ juridique qui encadre la collecte des données sur les personnes et surtout l'usage qui en est fait. Finalement, quand Ouais. vous voyez les sanctions enfin, la lanceuse d'alerte, qui est une vraie journaliste du Guardian, qui a inspiré un des personnages du roman, et qui a dénoncé les agissements de ce milliardaire anglais dont je parle, preuve à l'appui, donc qui a mené une enquête et qui a dénoncé ça. Ben, imaginez que ce milliardaire anglais, furieux de sa publication, a voulu la tuer professionnellement. D'abord, Facebook a menacé de lui faire un procès en lui demandant à elle, à titre personnel, des dizaines de millions d'euros. Heureusement, il y a une chaîne de solidarité qui s'est formée parce qu'elle a eu le courage d'en parler tout de suite et donc Facebook a eu peur et a fait marche arrière. Mais le milliardaire anglais a lancé ses avocats avec des moyens colossaux pour essayer de la museler et pour essayer de la faire taire. Et bon, elle résiste, elle a lutté, mais évidemment, c'était un moyen de l'occuper, de l'empêcher de publier. Okay. Euh, Marc, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de vos personnages. Vous avez un petit préféré dans ce groupe de Grey Hack? Honnêtement, enfin, c'est bête à dire, mais je les aime tous. Ouais, puis vous vivez Euh, encore avec eux parce qu'il y a une suite qui est prévue. oui, oui, je les aime vraiment tous. Alors, comme ils m'écoutent pas en ce moment, euh, il m'arrivait, je crois, je suis tombé, il m'est arrivé de tomber un peu amoureux de Janice. Et en même temps, j'étais complètement sous le charme d'Ekaterina parce qu'elle a un caractère qui me rendait dingue. J'adorais, enfin, je suis Cordelia est une fille, enfin, est une jeune femme dont le franc-parler, l'énergie m'a fait craquer tout le temps. Diego est un type qui, pour moi, est bourré de charme, même quand il est maladroit. C'est difficile, enfin, c'est devenu des gens, c'est devenu ma bande, donc je les aime tous. Non, puis j'ai envie de Euh, dire, comme on est dans un Marc Lévy, dès qu'on quitte le virtuel, il y a des chances que l'amour pointe un peu le bout de son nez, hein. Quand je pense à Ekaterina et Matteo, je crois que Matteo est tombé amoureux aussi d'Ekaterina. Oui, mais c'est pas facile parce que Ekaterina, c'est une écorchée vive et c'est une vraie écorchée vive et son passé que vous découvrez dans le roman explique pourquoi elle est écorchée vive et je crois que elle a une peur maladive d'être aimée et c'est pour ça d'ailleurs que c'est une femme qui est passionnante. Elle est prof de enfin, elle est prof de sociologie à l'université d'Oslo. Elle est hacker activiste. Elle a son caractère, mais surtout, c'est vraiment une écorchée vive. C'est quelqu'un qui est blessé de l'intérieur et gagner sa confiance. D'ailleurs, c'est pas tellement gagner sa confiance parce que c'est pas qu'elle doute elle doute pas de Matteo et de ses valeurs, mais elle doute d'elle-même. Elle a terriblement peur d'elle-même. Elle a une peur maladive de l'abandon. Le- et d'où vient ce prénom, Ekaterina? J'ai trouvé ça assez étonnant. Ce E devant le Euh, Katharina. oui, oui, je sais. Il est venu, il existe.
c'est un vrai prénom. Et les prénoms sont toujours imposés à moi. Vous voyez, s'il y a vraiment si on veut croire aux petites choses magiques de la vie, où vous voyez, il n'y a pas d'explication rationnelle à tout, je serais, un des trucs vraiment magiques qui m'arrive dans ce métier, je n'ai jamais choisi un prénom de mes personnages. Ils sont toujours venus à moi. Et sans que j'y réfléchisse. Ils sont venus comme ça. C'est vraiment mes romans sont toujours nés avec les personnages, avant de naître avec les histoires. C'est la rencontre avec un personnage qui se fabrique dans ma tête, hein, qui est parfois la composition. Vous savez, un personnage, ça naît. C'est une question que je me pose en permanence. Mais d'où naissent les personnages? Mais comment ils naissent? Et parfois, les personnages naissent. Enfin, très souvent, ils naissent par l'observation, parce que je suis dans un lieu public, que j'observe dans un restaurant, et tout à coup, le, 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 le regard d'une personne, le regard d'une femme, son sourire, la façon dont elle-même regarde la personne avec laquelle elle est, fait que tout à coup, cette personne que je connaîtrai jamais, à qui j'adresserai jamais la parole, devient enfin, est à la genèse, à la naissance d'un personnage que je vais ensuite construire dans ma tête et qui. Mais les prénoms, ils sont toujours arrivés. Vous savez, cette phrase, je crois que c'était du Audiard, il dit, je sais plus quoi, t'as une tête de Gabriel, ou un truc que je sais plus quel prénom il disait dans un des films d'Audiard, il dit, t'as une tête. Ben, tout à coup, mes prénoms, voilà, les prénoms de mes personnages s'imposent, et Caterina, elle est née à la première page du roman. Encore une ou deux questions, Marc, avant qu'on passe aux questions de ceux qui nous écoutent, pardon. Alors, depuis le début, j'emploie un ton très sérieux, alors que je trouve que c'est vraiment un livre presque d'aventure, hein. C'est un livre absolument plaisant, où on réfléchit quand même pas mal à notre monde actuel. Vous vivez à New York et vous citez, on s'approche des élections américaines, vous citez un discours de Trump à l'université dans le livre. Vous avez une peur bleue un petit peu d'un retour peut-être à une forme de fascisme ou d'autocratie dans beaucoup de pays. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous pensez de cette situation aux États-Unis? Je pense que la vraie question qui se pose aujourd'hui, elle n'est pas de savoir. La vraie question n'est pas de savoir, de faire des prédictions sur les sondages, sur qui va gagner, Trump ou Biden. La vraie question est de savoir si Trump et le régime des Républicains vont réussir le coup d'État qu'ils sont en train d'entreprendre. Il y a une tentative de coup d'État aux États-Unis. Ce serait un peu long à expliquer, mais en fait, ce que le régime républicain a mis en place, c'est qu'ils ont, au cours de la mandature de Trump, ils ont mis, pour comprendre ce que je veux dire, il faut comprendre le système des grands électeurs aux États-Unis. C'est pas comme en France, on vote pas directement pour le président, on vote euh, dans chaque État pour des grands électeurs, et ces grands électeurs ont affiché leur couleur politique, sont des grands électeurs démocrates ou républicains, et donc ils sont tenus par la loi de voter. Comment vous dire, si par exemple dans un État qui a 20 grands électeurs, eh bien vous en avez, les gens ont voté massivement, enfin ont voté à plus de 50% du côté démocrate, les électeurs de cet État doivent voter pour un président démocrate. C'est voilà. Euh, mais si un État déclare que l'élection est incertaine ou que le résultat a été truqué ou qu'il n'est pas fiable, c'est la Cour suprême de cet État qui va décider de qui a gagné. Les républicains ont placé, au cours des 4 dernières années, 300 juges ultra-conservateurs à la tête des cours suprêmes de ces États. Donc c'est eux qui ont le dernier mot. Et Trump, depuis plusieurs semaines, a commencé une campagne d'intoxication massive dans laquelle il explique que s'il perd les élections, c'est qu'elles ont été truquées. Et donc il y a un coup d'État, un vrai coup d'État, comme il a eu lieu comme ça s'est passé dans beaucoup de pays qui sont devenus du jour au lendemain des autocraties. Donc il y a une vraie tentative de coup d'État qui est en train d'être mise en place où, ben, je dirais qu'à la rigueur, oui, il faut être fataliste. Si Trump gagne les élections, vous voyez, qu'il gagne vraiment les élections, c'est le choix du peuple américain, il n'y a rien à dire. Vous voyez, c'est un vote démocratique, c'est pas la démocratie américaine qui est en cause. Donc c'est pas ce qui me terrorise dans la vie politique américaine, c'est pas que
Trump, enfin, pour des tas d'autres raisons, je pense que si Trump gagne, ça poserait des gros problèmes à la démocratie en général, mais si c'est le choix du peuple américain, c'est le choix du peuple américain, il est souverain. Le vrai danger que court l'Amérique en ce moment, c'est que cette manipulation politique qui est en train de se faire et qui est la préparation d'un coup d'État, vous avez quand même un phénomène incroyable, le président des États-Unis, quand on lui pose la question, est-ce que vous vous engagez à quitter le pouvoir pacifiquement si vous avez perdu les élections, le président répond à cette question, nous verrons. Et il dit, mais le meilleur moyen, je ne sais pas, j'invente pas, hein, je le cite, hein, mais le meilleur Ouais. moyen qu'il y ait une transition pacifique, ce serait qu'on ne tienne pas compte des bulletins de vote, comme ça, il n'y aurait pas de transition du tout. Je vous parle, c'est le président. Imaginez qu'en France, une seconde, le président de la République en France dise une chose pareille. Non mais franchement, Ouais, ouais. recontextualiser ça, parce que je sais qu'on a tendance à se dire, oui, bon, ça se passe là-bas, on s'en moque. Oui, Non, donc voilà, c'est ça qui m'inquiète le plus, voilà, pour tout vous ouais, dire. j'enfonce le clou, Marc. Vous citez Victor Hugo au début de votre livre. Ceux Mhm. qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Oui, mais je crois ça depuis, depuis que mon père est entré dans la résistance à l'âge de 18 ans, et j'ai compris ça le jour où je suis rentré à la Croix-Rouge, aussi à 18 ans. Et je crois que ceux qui vivent sont ceux qui luttent pour un idéal. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent pour que le monde soit meilleur, pour qu'il y ait plus d'humanité, pour qu'il y ait plus de justice. Euh, bon, ça fait peut-être de moi un naïf, mais je partagerais bien volontiers cette naïveté. À défaut de pouvoir partager son talent, je partagerais volontiers cette naïveté-là avec Victor Hugo. Une petite question légère avant les questions des auditeurs. Votre livre est illustré de dessins de Pauline Lévesque. Oui, Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? oui, oui. En fait, j'ai commencé c'est une idée qui est née avec un roman que j'ai écrit il y a 2 ou 3 ans, qui était Une fille comme elle. Et en fait, Une fille comme elle, l'héroïne de ce roman est une femme qui, à la suite d'un événement que je ne spoilerai pas, se retrouve en fauteuil roulant. Mais sa résolution, c'est qu'elle veut être en fauteuil roulant est une réalité qui appartient à sa vie, mais elle veut pas que son fauteuil la définisse. Elle ne le nie pas, évidemment, mais elle veut pas être définie. Elle veut être une femme à part entière. Et donc, dans mon travail d'écriture, je faisais très attention à ça, à la façon de la faire vivre, à la façon de la faire exister. Je voulais qu'à la fin du roman, on aime cette femme à part entière et qu'on ait oublié son fauteuil, sans pour autant l'avoir nié, mais qu'on l'ait oublié. Euh, bon. Et puis un jour, j'étais assis à une terrasse d'un restaurant avec ma femme et il y avait la bouche d'une station de métro qui était en face de moi. Et j'ai vu les gens sortir du métro et j'étais assis. Et donc les gens grandissaient, grandissaient, grandissant. Et à un moment donné, ils étaient, vous voyez, très au-dessus de moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience de la vision de la ville assis et pas debout. Donc pas à la même hauteur. Et, euh, et, et j'ai fait plusieurs repérages comme ça dans la ville où je me suis assis. Et particulièrement dans le métro, où il ne s'agit pas d'être assis sur une banquette quand vous êtes dans le métro et quand vous êtes dans un fauteuil. Il faut comprendre ce que c'est que d'être assis quand vous avez autour de vous les gens qui, eux, sont debout et vous en... Et donc, j'ai eu cette idée, parce que ça, c'était très difficile à retranscrire en mots, mais je me suis dit, tiens, c'est une touche de plus. Et donc, j'ai demandé à Pauline, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais parce que c'est son métier, elle est dessinatrice, illustratrice, hein, elle a beaucoup de talent. Et je lui ai dit, est-ce que tu pourrais essayer de dessiner, de faire des perspectives de la ville à hauteur de quelqu'un qui est assis. Donc elle l'a fait et j'avais agrémenté chacun des chapitres de ce point de vue-là, mais sans jamais le dire parce que je voulais pas que ça soit Mmh. je voulais simplement que ça soit, voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'en sont rendus compte, mais c'est un New York qui est pas du tout à la même hauteur que d'habitude. Et puis en fait, j'ai trouvé que pour tout vous dire, j'ai trouvé que ces dessins, ça apportait beaucoup parce que euh, en fait, c'est une pause et il y a un compliment qu'on vous fait quand vous avez terminé un roman. Enfin, un des plus jolis compliments qu'on peut vous faire, c'est quand quelqu'un vous dit, vous savez, j'ai pas pu le lâcher, je l'ai lu en 5 heures. Alors, c'est un bonheur parce que bon, mais en même temps, vous vous dites, bon, moi, je l'ai écrit quand même en 1 an et demi.
Oui, bon, pardon, hein, pour un cinéaste, c'est pareil, hein, faire un film, c'est 2 ans de vie, on le voit en 1 heure et demie. Mais c'est vrai que ces dessins qui rentrent dans le roman, comment vous dire, c'est comme une respiration entre chaque chapitre. Et c'est une toute Ouais. petite pause, hein, c'est une petite pause de poésie. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Et j'ai vu que ça avait beaucoup plu, j'ai même vu quelques autres fins, que ça a été copié. Et enfin, alors, je vais vous faire un compliment, hein. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et je l'ai lu en 4 heures. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça crée des petites vignettes sur tous les pays qu'on Oui, rencontre. Parce que ça se passe à Oslo, Tel Aviv, Istanbul, à Madrid, Londres, New York, non, mais en tout cas, enfin, l'Amérique est pas mal évoquée. On passe aux questions des auditeurs. J'ai une première question de Marie Masson qui dit: envisagez-vous de réécrire sur Arthur et Lorraine? On y revient. Et si c'était vrai? Vous savez, je l'ai fait plusieurs fois. Comment dire, il y a eu, si c'était vrai, il y a eu la suite, vous revoir. Euh, et puis, on les retrouve dans Elle et lui, où ils sont quand même très présents dans Elle et lui, puisque dans Elle et lui, le héros de l'histoire n'est pas Arthur et Lorraine, mais c'est Paul, hein, qui est le meilleur ami d'Arthur. Et Arthur et Lorraine sont très, très présents. Euh, oui, bien sûr que je l'envisage. Si vous voulez, ce qui est important, je crois, il y a une chose qui est vraiment importante, moi j'ai toujours écrit sincèrement. Quand je dis sincèrement, ça veut dire parce que ce que j'avais envie de raconter me touchait, me plaisait. Évidemment, Arthur, Lorraine et Paul, c'est mes meilleurs, enfin, comment dire, c'est mes meilleurs amis. Euh, donc je rêve de les remettre en scène un jour, mais il faut que je trouve la bonne histoire qui leur va. Vous voyez, dans Ghost in Love, il y a un petit, dans le dernier roman, dans Ghost in Love, il y a un petit clin d'œil parce que, bon, évidemment, vous doutez bien que quand les deux personnages vont dans un, enfin, enfin, louent une chambre sur Airbnb à San Francisco et comme par hasard, c'est dans la maison d'Arthur et Lorraine. Bon, évidemment, c'est pas un hasard, c'est un choix. C'était un clin d'œil, c'était un moyen de les faire revenir dans ce roman le temps d'un chapitre et de montrer qu'ils sont toujours là et de donner un petit peu plus sur l'évolution de leur vie. Et pour leur reconsacrer un roman à part entière, il faut que, si un jour l'histoire me vient, ils seront évidemment aux premières loges. Je crois que vous avez répondu plusieurs fois à cette question, mais je la pose quand même. C'est une question d'Isa Lemaire. Monsieur Lévy, est-ce que vous vivez avec vos personnes... Non, pardon, excusez-moi, parce il y a plein de questions qui arrivent. D'Isa Lemaire, bonsoir Monsieur Lévy, combien de temps pour écrire un roman SVP? Merci. Je crois que vous avez dit 1 an et demi, hein. Tout Ça dépend dépend du roman. Non, non, je dirais tout dépend du moment où vous mettez le chronomètre. Euh, Certains romans, vous voyez ce roman que je publie demain, j'ai commencé mon enquête il y a 3 ans. Et j'ai bossé pendant 2 ans, pendant que j'écrivais d'autres romans, mais j'ai mené mon enquête, ça a pris du temps, il y a des rendez-vous qui se sont fait attendre pendant 3 mois, etc. Mais pendant ce temps-là, l'histoire se formait dans ma tête. L'écriture, c'est-à-dire le moment où je me suis mis à écrire, jusqu'au moment où je l'ai rendu à mon éditeur, c'était 1 an. Et puis, vous avez un roman comme Les Enfants de la Liberté, c'est un roman que je portais en moi Longtemps. avant de devenir écrivain. Et là aussi, sur lequel j'ai fait 6 ou 7 ans d'enquête, parce qu'il a fallu que je parte et que je retrouve tous les survivants de cette époque et que je recueille leurs témoignages et que je les croise et que je les mélange, etc. J'ai visité des archives, je me suis rendu sur le terrain, c'était très long. Quand j'ai écrit Si c'était à refaire, c'est pareil. Il a fallu que je fasse 18 à 20 mois d'enquête avant de pouvoir écrire le roman. Et puis, Le voleur d'ombre, je l'ai écrit en 2 mois. Vous Une voyez, question de, voilà. ouais. Une question de Anne Layanne. Bonsoir, où puisez-vous vos idées? J'allais dire dans les petites choses de la vie qui sont pas petites du tout. C'est Leslie Flamand, vraiment. pardon. Non, non, mais c'est ça, Leslie c'est dans les petites choses de la vie qui sont pas petites du tout. il y a ces détails dans votre roman, hein, les petits détails de la vie. Leslie Vlaminck, bonsoir, pour quand est prévue la suite? Alors ça m'intéresse. Euh, 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 pas dans pas très longtemps. Quand je dis dans pas très longtemps, c'est que c'est certainement pas dans un an. Vraiment, je ne veux pas dire de bêtises, mais dans le premier trimestre de l'année prochaine, ça c'est sûr. Ouais, parce que là, vous nous laissez un peu sur notre faim quand même, hein. Non, mais je suis content parce que là, j'ai vu voilà,
comment dire, bon, s'il y a une espèce, vous voyez, enfin, si à la fin d'un roman il y a une urgence à lire la suite, Ah c'est bah un oui. vrai bonheur. Donc, je suis ravi, mais c'est promis, je ferai pas. L'attente sera pas longue. Je l'ai écrit le deuxième tome, donc je suis en train de le relire, de le travailler, de faire mon travail d'artisan, de le peaufiner, mais voilà, il sortira dans peu de temps. Valérie, un livre près de l'autre, et je pense que vous avez répondu en partie à la question, mais peut-être ça permet de poser la question un petit peu de est-ce que vous avez déjà peut-être une fin à cette histoire? La trilogie est-elle déjà entièrement écrite? Est-ce que c'est une trilogie? Je crois que vous m'avez dit que c'était pas forcément une trilogie. C'est pas, en fait, si vous voulez, à partir du moment où ces 9 enquêteurs mènent des enquêtes, révèlent des scandales, prennent des risques, c'est, j'espère qu'il y aura plus que 3 tomes. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que, alors, il y en aura 2 qui se suivent, ça c'est une évidence. Je pense qu'il y en aura un troisième après qui se suivra aussi. Donc, je pourrais répondre à votre question. La trilogie, elle est écrite. Mais après ces 3-là, je réécrirai peut-être une autre comédie et un autre livre, et puis je reviendrai à ceux-là. Je sais que ce sont des personnages qui ne me quitteront pas et que je ne quitterai Ouais. pas parce que Parce que malheureusement, je ne crois pas que je ne crois pas, oui, que puis dans cette réponse, Marc, vous voulez dire qu'il y a quelque chose aussi dans ce projet qui vous tient fortement, enfin qui vous oui, 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 vraiment. Mais je vous ai tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, un parallèle assez immodeste, je m'en excuse, mais c'est sur le principe avec Stephen King. Quand Stephen King commence La Tour sombre, je pense il n'a aucune idée du nombre d'exemplaires, vous voyez, qui vont l'amener de sa série. Mais en même temps, il est arrivé qu'il en publie 2 d'un coup, et puis pareil, et puis il sortait un roman qui n'avait rien à voir, et puis il revenait. Voilà. Donc là, vraiment pour vous répondre clairement, il y a 3 tomes qui vont se suivre, et puis, bah écoutez, et plus si affinité. ouais, et puis je pense que enfin, le monde tel qu'il va vous donnera aussi pas mal de matière à réflexion au fil de la rédaction de cette trilogie. Alors, drôle de prénom et de nom, une question de mots. Quels conseils pouvez-vous donner à de futurs écrivains? Je vous en donnerai euh, 2 qui sont en fait le même. D'abord, en vous mettant à écrire, ne pensez jamais à la publication. Quelqu'un si vous vous dites demain, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se mettre au piano? Ben, je vous dirais, mais c'est pas votre premier concert à Playel, parce qu'avant d'arriver là, il va falloir travailler énormément le piano. Et l'écriture, c'est pareil. Et, mais pourquoi est-ce que je vous dis surtout ne pensez pas à la publication? Parce que il faut écrire parce que vous avez quelque chose que vous avez envie d'écrire. Et à partir du moment où vous avez envie d'écrire, il faut surtout commencer par vous libérer du regard des autres. Si vous pensez au moment où vous êtes en train d'écrire un mot ou une phrase à ce que les autres vont en penser ou vont en dire, vous fermez cette barrière. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, écrire, c'est entrer sur des chemins de liberté. Vous vous fermez la barrière de ce chemin de liberté. Et ça, je pense que c'est le seul vrai conseil que je puisse vous donner. Écrivez pour vous sentir libre. Écrivez pour dire tout ce que vous avez envie de dire, tout ce que vous avez envie de raconter, pour inventer des personnages qui ressemblent à des personnages que vous aimez ou vous détestez, pour raconter une histoire qui vous tient à cœur, et surtout, sans avoir votre liberté affectée par le jugement des autres. Si vous saviez le nombre de manuscrits qui ont été publiés et dont les gens de l'entourage avaient dit oh c'est pas bien, ou au contraire, donc vous ne souciez pas de ça. La publication, c'est une affaire de travail, c'est aussi une affaire de chance, c'est d'avoir un manuscrit qui tombe dans les mains de la bonne personne au bon moment, et personne ne maîtrise ça. Bon, ça c'est. Mais écrivez pour le bonheur que ça va vous procurer. Vous savez, le meilleur moyen, je crois, de sentir qu'on est en train d'écrire, c'est quand, à la fin de sa journée, on est hyper heureux de s'y remettre. Quand ça devient votre moment à vous. Voilà. Et quand ça devient, quand vous lisez, et c'est, je crois, un des attributs très particuliers de la lecture, euh, un film, vous pouvez le voir au milieu d'une salle avec 300 personnes. Un
livre, en général, quand vous le livrez, quand vous le lisez, pardonnez-moi, si quelqu'un se penche au-dessus de votre épaule, mais même quelqu'un de très proche, hein, et commence à regarder vous avez ce réflexe de, vous voyez, la lecture, c'est un truc qui vous appartient. Et ben, l'écriture, c'est pareil. Voilà, écrivez pour vous, et après, vous le partagez. J'ai envie de rajouter une question à la réponse que vous avez donnée. J'ai eu un grand sentiment de vitesse, comme une mécanique très fluide en lisant votre roman. Est-ce que c'est le sujet ou est-ce que c'est aussi un rythme dans lequel vous étiez, un enthousiasme dans lequel vous étiez quand tous ces personnages se sont mis en route? C'était les deux en fait, c'est-à-dire que à partir du moment où je suis rentré dans leur bande et j'ai commencé à raconter leur histoire, j'étais comme un gamin qui essayait de les suivre et de raconter. Vous voyez, eux-mêmes vont tellement vite dans ce qu'ils sont en train de faire, l'action elle est tellement omniprésente dans le roman, leur présence, ils ont des caractères tellement forts et tout ce qu'ils vivent était tellement fort que j'étais, vous voyez, j'en pouvais plus quoi. Enfin, ils m'épuisaient, il fallait que je les suive et que je raconte leur histoire. Et puis il y avait l'urgence dans cette excitation et cette envie parce que ce qu'ils découvrent dans le roman, enfin, toutes les découvertes qu'ils font dans le roman sont quand même assez dingues. Donc j'avais et comme elles sont comme elles sont ancrées dans une réalité, Oui. j'avais une envie folle de les raconter. J'étais mais oui oui donc c'était un état d'excitation. Mais j'étais C'est vrai qu'il comme un y a, enfant. il y a ce mélange comme ça, un petit peu d'avancée, d'écho à notre présent qui est assez dynamique. Raluca Sandou, quel est votre livre préféré parmi ceux que vous avez écrits? Alors ça, choisir dans vos enfants, c'est quand même terrible comme question. Ouais, je peux pas. Je suis désolé, mais je peux pas répondre à votre question. Surtout Ok. qu'en plus, il y a une chose qui vient, parce qu'en fait, dans votre question, en plus, il faut intégrer deux choses. Il y a éventuellement le jugement qu'on pourrait porter soi-même sur un livre qu'on a écrit, mais en fait, c'est pas ça qui vous marque. Quand vous êtes parent, votre regard de parent, il n'est pas seulement sur comment dire, la façon dont vos enfants ont évolué, il est aussi sur ce que vous avez vécu vous en tant que parent en les élevant. Bah, en fait, moi, le souvenir qui me marque le plus dans mes romans, c'est le souvenir de la vie qui s'est passée pendant que je les écrivais. Vous voyez, quand je vous disais le voleur d'ombre que je l'ai écrit en 2 mois, c'est un livre qui est très particulier parce que c'est un livre que j'ai écrit pendant que ma femme était enceinte de mon deuxième fils. Et la naissance enfin, de Georges, ça a réveillé des souvenirs d'enfance et je me suis mis à écrire ce roman. Voilà, je savais pas tellement où j'allais en commençant à l'écrire. Et puis, en fait, c'est toute mon enfance qui est ressortie, vous voyez. Et donc, je garde évidemment un souvenir très particulier, très intime avec celui-là. Donc, le, le, Ju- voilà. Justine Le Saffre, envisagez-vous d'écrire à nouveau pour les enfants, comme vous avez pu le faire? Mais oui, et là d'ailleurs, puisque je parlais du voleur d'ombre, je suis très heureux parce que j'ai fait une adaptation du voleur d'ombre pour les enfants. Et ça s'appelle Le Petit voleur d'ombre. C'est illustré par un immense dessinateur qui a été enfin, Goncourt jeunesse, qui est Fred Bernard. On en est le cinquième tome paraît là, je crois très bientôt, enfin mi-octobre ou fin octobre, je sais plus. Et je dois dire que d'adapter ce roman pour la jeunesse, ça a été oh là, pardon, excusez-moi, hop, c'est tombé. C'est la magie du direct. Ça a été un grand bonheur. Donc oui, oui, ça, vraiment, j'adore. Et puis vous savez, s'il y a une chose s'il y a une phrase qui a marqué ma vie à laquelle je crois énormément, c'est qu'un adulte, c'est un enfant qui a des dettes. Et, Marie, et moi, pardon. je suis un enfant qui a beaucoup de dettes, voilà. Marie Masson, j'avais beaucoup aimé Une fille comme elle. Étant moi-même en fauteuil roulant, j'ai trouvé votre vision du handicap assez juste. Merci pour ça. Avez-vous Merci écrit à sur vous. ce sujet grâce à des témoignages? J'ai écrit sur ce sujet parce que j'ai été au cœur de ce sujet. D'abord, j'ai travaillé à la Croix-Rouge, comme je vous le disais, et donc j'ai vécu avec le handicap très jeune. Et quand je dis vécu, c'est vécu, voilà, pleinement, parce que un de mes amis d'enfance était en fauteuil roulant et qu'à une époque où enfin, déjà aujourd'hui la ville n'est pas adaptée à la vie en fauteuil roulant, mais je peux vous dire que il y a 30 ans, ça l'était encore moins. Et donc, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours.
Si vous voulez, le but d'une fille comme elle, c'était, si vous savez le nombre de lecteurs hommes qui étaient fous amoureux de Chloé à la fin du roman et qui avaient complètement oublié qu'elle était dans un fauteuil, fait que, puis ça comptait plus, quoi. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. Euh, bon, moi, quand j'étais enfant à l'école, j'étais dans une petite école de province et vous voyez, j'étais binoclard, myope comme une taupe et voilà, on m'appelait la taupe. Mais moi, au fond de moi, j'étais pas une taupe, hein, vous voyez, j'étais juste myope, hein. Et ça a toujours été la vision que j'ai vue, voilà, donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce roman. Mais je vous cache pas que moi-même, j'étais très, vous comprenez ce que je veux dire, à part des amoureux, mais j'étais fou amoureux de Chloé pendant toute l'écriture du roman. Je la trouvais irrésistible, même quand elle était de mauvais poil. Donc c'est vous dire. Une question importante, et puis on conclura sur celle-là parce que elle parle un petit peu peut-être de l'intention de Livre en Live. Et on a abordé un petit peu cette question avant que les gens se connectent. C'est une question de Philippe Voisin. Bonjour, des rencontres en librairie en province sont-elles prévues pour la sortie du livre, le, le premier tome de cette trilogie? Je crois que vous... Non, mais je vais vous répondre. Les rencontres en librairie, j'en fais depuis 20 ans, ça me manque énormément. Euh, le roman devait sortir en mai et c'était l'impossibilité de faire des sorties en librairie qui m'a fait retarder la sortie. Euh, on voit bien que les chiffres augmentent, hein, et je fais partie de ceux qui, moi, je veux pas faire courir de risques aux gens. C'est pas pour moi, mais j'ai la chance d'avoir des lecteurs de 7 à 77 ans, si vous voyez ce que je veux dire, et je veux pas. Voilà, ça me manque, hein, énormément, les rencontres en librairie, mais l'idée que à cause d'une rencontre en librairie, quelqu'un tombe malade, gravement malade, ou quelqu'un contamine quelqu'un, je veux pas. Je trouve que voilà, on est dans un moment où il y a encore quelques mois à tenir, où il faut être hyper vigilant et tout ce qui n'est pas impérieux, voilà. Alors, j'ai prévu, je ne sais pas pourquoi je suis un grand optimiste et j'ai l'espoir qu'en décembre les choses aillent mieux. Donc j'ai prévu une grande tournée librairie en décembre. Et puis si les choses vont pas encore mieux en décembre, bah, je la ferai en février et je la ferai dès que les choses. Mais si c'est pas avec le tome 1, ça sera avec le tome 2. Mais en tout cas, je ferai ma grande tournée de librairie parce que ça fait partie de ces grands bonheurs qui viennent compenser justement la longue solitude de l'écriture. Mais je le ferai pas tant que c'est risqué de mettre des vies en danger et même des libraires en danger. Voilà. Marc Lévy, c'est arrivé la nuit chez Robert Laffont, Ouais. Versilio, éditeur que je remercie, hein, qui a permis cette rencontre. Un roman, j'ai envie de dire, palpitant, intéressant, ceci que finalement en 5 jours, mais les hackers dorment peu, j'ai l'impression. Ils ramassent un petit peu tout un tas de questions qui sont nées avec les différentes élections qui ont eu lieu depuis quelques années dans différents pays, des personnages attachants. Enfin, je vous remercie beaucoup de ce moment d'échange et C'est moi qui vous remercie. souhaite une bonne sortie à ce livre qui sort demain. Donc, les gens pourront le trouver en librairie ou s'ils ont peur, ils pourront aller aussi sur de Citre Pro ou sur le Furet du Nord pour l'acquérir. Marc Non, Lévy, non, mais merci attention, beaucoup c'est encore. pas. Oui, je termine. D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont écouté cette émission live. Merci mille fois de Oui, aussi. m'avoir consacré du temps, vraiment, un grand merci. Merci à vous d'avoir organisé ça. Et puis, c'est qu'il y a, comment vous dire, aller en librairie avec un masque, acheter un livre ou aller faire ses courses, ça n'a rien à voir avec le fait, vous voyez, de réunir 150 ou 200 personnes pour une séance de signature où les gens sont dans la queue. Voilà, c'est pas du tout la même démarche, hein. Au contraire, je dis ça, je crois qu'il est très important de soutenir les libraires en ce moment et d'aller en librairie. Je dis pas du tout ça pour mon livre, il y a plein de livres dans les librairies, mais au contraire, il faut aller en librairie. Votre dernière lecture, Marc Lévy? Oh là là, ma dernière lecture, non, mais parce que ça fait genre, c'est un livre écrit en américain, donc qui vous dira rien, qui est un Il y a- livre, On a des c'est lecteurs un, qui lisent en anglais, hein. Oui, oui, non, c'est un livre d'une journaliste américaine qui s'appelle Sarah Kendzior et qui a écrit un livre en fait sur euh, voilà, enfin, qui est un livre sur parce que évidemment le sujet m'intéresse sur la grande criminalité, sur les réseaux mafieux qui ont entouré le clan de Trump et qui ont amené parce que bon, enfin, ouais, bon.
on racontera ça une autre fois, mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est que 9 des conseillers de Trump sont aujourd'hui derrière les barreaux. Enfin, 9 de la garde rapprochée. Donc, ça fait quand même une bande d'amis, vous voyez, patibulaire, mais presque. Pas Et très fréquentable. oui, voilà. Et donc, elle écrit sur, en fait, elle écrit toute l'histoire, justement, de cette galaxie qui inclut Giuliani, qui a chassé la mafia italienne pour la remplacer par la mafia russe à New York, etc. Et c'est une journaliste très férue et très pointue. Et donc, je suis en train de lire son livre parce qu'en même temps, il fait partie aussi de mon enquête. Et donc, voilà, Vous, c'est pour ça. vous lisez plus de documents que de romans, Marc Lévy? Non, je lis les deux, en fait. Quand je suis pas en période d'écriture, je me gave de romans, évidemment, parce que j'adore ça. Et quand je suis en période d'écriture, bah, je lis énormément de documents pour me documenter, évidemment. Mais par exemple, dans mes lectures de Covid, je vous dis ça parce qu'évidemment, je vais en oublier, mais Un été à Brooklyn de Colomb Schneck est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vraiment Ouais. trouvé formidablement réussi et que j'ai adoré. Les fables de Sophie Fontanelle, c'est un régal, c'est un bijou de poésie que je vous recommande. C'est merveilleux et puis alors c'est tellement drôle et c'est une moquerie de la gente masculine, mais qui est en même temps plein de tendresse et ça c'est un livre que je vous conseille vraiment aussi vivement. Enfin, j'en oublie parce que bon bref, Non, mais c'est déjà pas mal. voilà. Merci Marc et au revoir. Un grand merci à vous tous et une très bonne journée. Merci mille fois. Au revoir.